Bienvenue. Bienvenue dans la séance d'aujourd'hui, 15 décembre. C'est la séance numéro 6 du module programmation linéaire 4.3. Alors, sans trop tarder, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Et pour se situer, je vais donc revenir au processus d'optimisation. Alors, par exemple, je vais prendre ce diagramme-là. Donc, comme on a dit, un processus d'optimisation se compose de 4 phases. Dans les séances précédentes, on a eu l'occasion de se familiariser avec la modélisation. Comment formuler un programme linéaire, c'est-à-dire définir les 3 composantes principales, à savoir variables de décision, fonction objectif et contrainte. Et puis, on a fait quelques séances pour voir, voilà, se familiariser avec les méthodes de résolution. Donc, on a vu la méthode graphique et le fameux algorithme du simplex. Aujourd'hui, on va commencer la 3e phase, c'est l'interprétation ou bien l'analyse post-optimale. Pour cela, je vais revenir à un exemple clé sur lequel on a fait un TD la semaine dernière, c'est-à-dire l'exemple ou bien le problème de l'agriculteur qu'on a résolu graphiquement et avec l'algorithme du simplex. Donc, une fois qu'on a trouvé la solution optimale, on va voir que c'est pas fini. On peut pousser l'analyse, c'est-à-dire l'analyse post-optimale pour interpréter la solution optimale et pour voir y a-t-il d'autres scénarios que dans notre cas, l'agriculteur peut appliquer pour améliorer encore davantage sa solution optimale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour cela, je vais en premier lieu afficher le chapitre numéro 6, numéro 5 plutôt. Alors, dualité. Et puis, donc, un petit rappel au début, je vais le faire. Donc, je vous rappelle que dès la première séance, on s'est référé à la citation de l'air. Il n'y a rien dans le monde qui ne se réalise sans la volonté de minimiser ou maximiser quelque chose. Et puis, donc, on a pris plusieurs problèmes de différents types, différentes applications dans des différents domaines pour voir que la programmation linéaire, elle consiste à allouer d'une façon efficace, bien de la meilleure façon possible, de ressources limitées ou bien de ressources rares afin de maximiser un profit ou bien minimiser un coût. On a mis l'accent sur la modélisation puisque la modélisation, c'est la partie la plus importante. Si le problème n'est pas transformé en un modèle, donc tout le reste, c'est-à-dire les méthodes de résolution, l'analyse post-optimale, etc., ne peuvent pas avoir lieu. Donc, première chose, et c'est la chose principale, c'est de transformer notre programme linéaire en un modèle, c'est-à-dire de transformer notre problème en un programme linéaire, autrement dit, à définir les 3 composantes principales, variables de décision, fonction objectif et contrainte. Ça, c'est l'exemple qu'on a dit qu'il va nous servir euh, comme un problème sur lequel on va voir toutes les étapes à partir de la modélisation, résolution graphique, résolution avec l'algorithme du simplex, le lien qui se trouve entre l'algorithme du simplex et la méthode de résolution graphique. Et aujourd'hui, on va faire la suite et faire de l'analyse post-optimale. D'accord? Donc, je vais revenir à la dernière séance. B.
la dernière séance. Donc, voilà. Donc, c'est ça notre problème. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On l'a fait en présentiel. Là, je me réfère à un cours qui a été fait à distance la semaine dernière. Donc, vous avez le problème. Pour cela, on a eu besoin de deux variables de décision, la surface allouée à la récolte des tomates en hectares et la surface allouée à la récolte des piments. Il s'agissait donc d'un problème de maximisation. On voulait maximiser le profit. Je vous rappelle que donc, un hectare de tomates, voilà, un hectare alloué à la récolte de tomates engendre un bénéfice de 100 dinars. Et c'est pour cela, donc 100 dinars par le nombre d'hectares alloués à la récolte des tomates, plus 200, c'est le bénéfice par hectare de piment, fois la surface totale allouée à la récolte des piments, donc nous donne le profit. Les contraintes, on avait quatre contraintes. Donc la surface totale était de 150. Et puis il avait 440 heures de main-d'œuvre. Il avait 440 mètres cubes d'eau. Il avait donc une autorisation pour protéger les prix des tomates, donc il ne fallait pas cultiver plus que 90 hectares. X1, la surface totale allouée à la récolte des tomates ne doit pas dépasser 90 et bien sûr, vous avez la contrainte de non-négativité X1, X2 positif. Et c'est la résolution graphique, donc qui consistait à représenter toutes les contraintes dans le plan. Donc, représenter toutes les droites et indiquer par des flèches le demi-plan favorable à la contrainte, pour revenir à ces contraintes-là qui sont de type inférieur ou égal, trouver le domaine réalisable, et puis on a résolu avec les deux méthodes possibles, c'est-à-dire par la méthode d'énumération. On énumère tous les sommets qui sont là. Donc, on détermine les coordonnées de chacun des sommets, puis on calcule la valeur de Z pour chacun des sommets. On va choisir le sommet qui nous donne la plus grande valeur, donc soit Z égale 26 000, c'est la solution optimale, elle est écrite là. Et le sommet qui nous donne les 26 000, c'est 40 hectares pour les tomates et 110 hectares pour les piments. Résoudre un problème consiste à donner la solution optimale, donc le vecteur de décision optimale. Le vecteur de décision optimale, il est noté X majuscule étoile. Il est composé des valeurs de toutes les variables de décision, soit x1 et x2. Et puis la valeur optimale de la fonction objectif, donc z objectif qui était égal à 26. Et puis on a appliqué la méthode de gradient. Si on fait glisser cette droite dans le sens de gradient, le dernier point du contact, il va être le point E. Le point E n'est autre que 40-110, donc c'était la solution optimale. Et bien sûr, une fois qu'on trouve E, on remplace, en utilisant la méthode de gradient, on remplace donc x1, x2 par leur valeur dans la fonction objectif ici. On va trouver que 100 fois 40, ça fait 4000. 200 fois 110, ça fait 22 000. 22 000 plus 4000, ça nous donne Z optimal égale 26 000. Et quand même, on a résolu ce problème avec l'algorithme du simplex. Et là, je vais me référer à cet algorithme-là. L'algorithme du simplex. Voilà. On a eu besoin de deux itérations. Donc, on a primo construit le premier tableau du simplex. Et puis, on l'a résolu. Et on a trouvé que le tableau de simplex aussi, il nous donne 40, 110. Maintenant, tout le travail qu'on va effectuer, c'est l'analyse post-optimale. Autrement dit, que maintenant, l'agriculteur, il sait que maximum avec les ressources dont il dispose, il peut gagner 26 000.
Et pour gagner 26 000, il doit allouer 40 hectares à la récolte des tomates et 110 hectares à la récolte des piments. Et bien, de là, on va commencer notre travail. De ces valeurs optimales, on va construire notre travail pour aujourd'hui. Et on va le mettre, on va le placer dans votre classe. Voilà, Twin 3. Ah, voilà, ah, j'ai quand même. Alors, Twin 3, nouveau document. Et dans ce nouveau document, on va faire l'analyse post-optimale. Donc, pour cela, je vais, euh, je vais donc prendre une copie, une copie donc, une copie de la collection de l'exercice. Et on va travailler sur cette copie-là. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce qu'on a déjà fait, mais c'est une version. Ça, c'est une deuxième version. Bon, quand même, je vais prendre la version. Je vais rester la version de cette version. Voilà. Alors, on va prendre le troisième tableau. On va prendre le troisième tableau et on va travailler sur ce troisième tableau. Alors, ce troisième tableau, il est là. C'est un tableau optimal. Pourquoi? Parce que vous voyez que tous les coefficients sont inférieurs ou égaux à zéro. Et on va travailler sur ce tableau-là. Donc, pour cela, je vais essayer de compléter maintenant, puisque pour résoudre ce problème, donc il suffit de trouver les valeurs de x1 et x2, on les a déjà trouvées. Mais maintenant, pour faire de l'analyse post-optimale, j'ai besoin de terminer ces deux cases-là, de compléter les valeurs dans ces deux cases-là. Alors, qui peut me dire comment on peut faire pour compléter ces valeurs-là? Voilà, vous avez ce qui est nécessaire. Je veux terminer ces valeurs ici. Je veux terminer la valeur de E3 et la valeur de E4. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à la colonne de pivot
et voir que E3 il y a 7 demi, et je vais annuler le 7 demi parce que dans cette étape, il faut normaliser la colonne de pivot, ce qui revient à ce que le pivot devient 1 et tous les autres deviennent des zéros. Donc ici, l'opération dont j'ai besoin de faire, je vais l'écrire en bleu maintenant. Oui, alors je vous écoute. LE3 reçoit combien? LE3 moins 2 sur 7 LX1. L, Très bien. Et LX1, voilà, X1, c'est, voilà, moins 2 septièmes, LX1. Ça, faites le calcul et dites-moi qu'est-ce que vous allez trouver dans les seconds membres. Je m'intéresse seulement à la valeur que je vais trouver ici, donc dans cette case-là. Alors, 40, 40 fois 2 sur 7, à Carlet, 87e, X1, allez, voilà. Donc, moins 2 septièmes. Alors, j'ai 200, donc 200, la valeur 200, moins 2 septièmes fois 40. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais X1, c'est bien 40. Et X2, il y avait 7 demi. Donc, moins 2 septièmes, voilà. Moins 7 demi, monsieur. Moins 7 demi, c'est pas moins 2 septièmes. Parce qu'il fallait multiplier 1 par 7 demi. 7 demi moins 7 demi, ça fait bien 0. Donc, c'est pas 2 septièmes, c'est 7 demi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, oui, moins 7 demi, voilà. Donc, 40 moins 7 demi. Alors, faisons cette opération-là. Alors, 40, 7 fois 40, c'est 280. 280 sur 2, ça fait 140. 200 moins 140, je vais trouver 60. Et puis, pour avoir la valeur ici en dessous, alors qu'est-ce qu'il fallait? J'avais 1. Donc, 1, je dois déclarer que LE4 reçoit combien? Donc, reçoit LE4 moins LX1. très bien. LE4 moins LX1. LE4 moins LX1. Et qu'est-ce que ça me donne? Alors, regardez. 60. Elle, elle me donne 50. Pourquoi? Parce que LE4, c'est 90. Moins LX1. 90 moins 40. D'accord? 90 moins 40, ça fait 50. Mais pourquoi j'ai fini, j'ai complété ce problème-là? Parce que premièrement, je veux interpréter ou la voir l'état des ressources. Je veux voir l'état des ressources. Donc, E3, qu'est-ce qu'il représentait dans nos contraintes? Qui se rappelle? E3 représentait quoi? Là, on va revenir. On va voir. Donc, c'est la forme canonique. Pour la forme standard, on ne l'a pas écrit. On ne l'a pas écrit apparemment. Je vérifie, on ne l'a pas écrit. Donc, euh, je vais l'écrire alors. C'est bien, CTRL-C. Et on va écrire la forme standard ici. CTRL-V. Voilà. Alors, là, on va ajouter plus E1, plus E1 égale, plus E2 égale. Dans la troisième contrainte, donc plus E3 égale. Et dans la quatrième contrainte, plus E4 égale.
Donc, RIA, c'est la forme standard. RIA, c'est la forme standard du PL. La forme standard, donc, je vais l'écrire en ajoutant les variables d'écart qui sont aussi supérieures ou égales à 0. Donc, la première variable d'écart, c'est la surface totale, AKL, donc en hectares. La deuxième variable d'écart, elle représente la main-d'œuvre. Donc, l'unité, c'est l'heure. La troisième variable d'écart, elle est en mètres cubes. C'est la réserve d'eau. Et la quatrième variable d'écart, c'est l'autorisation pour la récolte des tomates. Donc, c'est aussi en hectares. Et je vais, pour la différencier de la deuxième, hectare tomate. D'accord? Hectare tomate. Et donc, on a les quatre variables. Je vous rappelle qu'une variable de décision, par exemple E1, elle mesure l'écart entre l'état initial de la première ressource moins ce qu'on va consommer, moins X1 plus X2. 480, donc c'est main-d'œuvre, et E2, elle mesure l'écart entre l'état initial de la main-d'œuvre, donc soit 480 heures, moins ce qu'on va consommer si on va allouer X1 hectares pour la récolte des tomates, X2 hectares pour la récolte des piments. Donc, soit 1 heure fois le nombre d'hectares, donc X1 fois X1, plus 4 heures fois la surface allouée au piment, donc 4 fois X2. D'accord? Donc, alors, E3, elle représente les mètres cubes. La réserve en eau, E4 représente l'autorisation pour les tomates, E1 représente la surface totale, et E2 représente les main-d'œuvre, les heures de main-d'œuvre. Si je regarde dans mon tableau optimal, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que bon, si on arrive à la mettre ici, voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, quelle est la valeur de E1? Si on va parler réserve, quelle est la valeur de E1? À l'optimalité. Zéro. Comment vous avez su qu'elle est égale à 0? C'est une bonne réponse. Oui? خاطر وقت اللي انولات مشينا هزينا الاكس ان في البلاصه الاولى. Voilà, donc on voit bien qu'elle est égale à 0 parce qu'elle n'est pas une variable dans la base. On a dit que toute variable hors base, par définition des variables dans la base et variable hors base, elle est nulle. Donc E1 ne figure pas dans les variables de base, donc sa valeur égale à 0. Autrement dit, on a consommé la totalité de la surface dont disposait. Et ça, c'est vrai, on peut le vérifier. Donc 40 hectares pour les tomates, 110 hectares pour les piments. 40 plus 110, ça fait 150. Donc, E1 égale 150 moins 150, ça fait 0. Ce n'est pas une variable dans la base. Même chose pour les heures de main-d'œuvre. E2 ne figure pas dans la base. Ça veut dire que sa valeur est égale à 0 puisque c'est une variable hors base. Si je veux vérifier encore, parce que cette information est suffisante, mais je vais quand même vérifier. Alors, je vais remplacer X1 par 40, X2 par 110. 110 fois 4, ça fait 440, plus 40, ça fait bien 480. Donc, si je vais ramener cette expression-là dans le second membre, E2 égale 480 moins 480 égale 0. Or, pour la troisième composante, le mètre cube d'eau, je remplace ici 4 fois 40, ça fait 160. 160 plus 220, 160 plus 220, ça fait 380. 440 moins 380 égale 60. Et je l'ai retrouvé ici dans mon tableau. Et pour la quatrième, kiff kiff, on a alloué 40 hectares pour les tomates. Voilà, dans la solution optimale, 40 hectares pour les tomates. Donc X1 égale 40. Donc E4 égale 90 moins 40, ça fait bien 50. Donc, ce qu'on peut dire que il y a deux ressources qui ont été totalement épuisées, bien totalement consommées,
et deux ressources qui sont excédentes. C'est-à-dire qu'à l'optimalité, il nous reste encore de ces ressources-là. Quelles sont les ressources qu'on a totalement consommées? Allez, une petite question, réponse. Le E1 ou le E2? Très bien, E1, E2, c'est-à-dire la surface totale et la main-d'œuvre. Et de là, je vais interpréter maintenant ces valeurs-là. Donc, on sait comment les interpréter. Donc, si je vous demande, même si vous ne savez pas c'est quoi le problème original, vous avez le tableau optimal. Je vous dis quelles sont les contraintes qui ont été totalement, euh, quelles sont les contraintes qui sont saturées. Vous regardez là, E1, la variable d'écart de la première contrainte n'est pas une variable de base, donc la première contrainte, elle a été totalement saturée. Même chose pour E2. D'accord? Donc, comme on a dit, je vais le réécrire ici en rouge pour qu'il soit une référence. Donc, on a dit que, je vais l'écrire en bas. C'est la colonne des x1. À côté, c'est la colonne des x2. Dans tous les tableaux de simplex qu'on a fait pendant toutes les itérations, c'est la première variable d'écart, c'est la deuxième variable d'écart, E2, c'est la troisième variable d'écart, et là, c'est les coefficients du quatrième variable d'écart. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si on va regarder de près, E1 à l'optimalité, dans la case de E1 dans la fonction objective, j'ai moins de 100 sur 3. Dans la case de E2 à l'optimalité, j'ai moins 100 sur 3. Or, j'ai 0 et j'ai 0. Ceci veut dire quoi? Eh bien, attendez, je vais faire une copie de tout cela et je vais aller dans une autre page. Voilà, elle nous intéresse. Nouvelle page. Voilà, c'est bien. On va diminuer un peu et commencer et pousser l'analyse. Maintenant, je vais commencer l'analyse post-optimale. Alors, dans le tableau optimal, tous les zéros qui représentent les variables d'écart nous donnent l'information que ces variables-là sont excédentes. C'est-à-dire, on avait plus qu'on avait besoin. Et c'est vrai, parce que le E3 à l'optimalité, il nous reste 60, sa valeur égale 60, c'est-à-dire on n'a pas totalement consommé la réserve d'eau qui était 440 mètres cubes d'eau et on a conservé seulement 380 mètres cubes d'eau, il nous reste 60. Même chose pour la variable E4. E4 à l'optimalité, sa valeur égale 0 parce que aussi c'est une ressource excédente. Pourquoi? Parce qu'on avait le droit d'allouer jusqu'à 90 hectares pour la récolte des tomates et on a alloué seulement 40. Donc, il y a 50 de plus. Donc, les zéros nous donnent une information sur les ressources excédentes. Les zéros nous donnent l'information. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. L'information sur les ressources excédentes. Donc اليوم excédente. Donc, dans notre exemple, il s'agit bien de E3. E3, c'est la réserve d'eau. Et E4. E4 qui représente l'autorisation pour les tomates. L'autorisation pour la récolte des tomates. D'accord, donc lire. Il y a une parenthèse que je n'ai pas fermée. Voilà.
Mais ça, c'est bon pour les zéros. Et maintenant, on va interpréter les valeurs non nulles. La valeur de E1 dans le tableau optimal, dans la fonction objective, est de moins de 100 sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est moins de 100 sur 3? Donc, moins de 100 sur 3, on les appelle valeurs marginales ou bien coûts marginaux. Valeur marginale. C'est quoi une valeur marginale d'une ressource? Donc, on va attribuer une valeur marginale pour chaque ressource. C'est quoi? Eh bien, je vais l'expliquer. Après, je vais vous donner une définition. Donc, donc l'agriculteur, au début, si je vais me concentrer sur euh, la première composante et la surface, d'accord? Il disposait de 150 hectares. 150 hectares, c'est la surface totale. 150 hectares, c'est la surface totale dont il disposait. Alors, ces 150 hectares-là, ils l'ont permis, bien sûr, avec les autres ressources, de gagner 26 000. De gagner 26 000. Que se passe-t-il s'il disposait d'un hectare supplémentaire? Pourquoi je me demande cette question? Parce qu'il a consommé les 150 hectares. Donc, c'était une limite. Il a consommé les 150 hectares de terrain. Que se passait-il s'il disposait d'un hectare supplémentaire? Donc, d'une unité supplémentaire de cette ressource. Cette unité supplémentaire de cette ressource lui permet de gagner, en plus des 26 000 dinars, 200 sur 3 dinars. D'accord? Donc, la valeur marginale, si je vais donner une définition, c'est l'augmentation de la fonction objectif. C'est l'augmentation de la fonction objectif pour une unité supplémentaire de cette ressource. Donc, l'agriculteur disposait de 150 hectares. À l'optimalité, il a consommé les 150 hectares. Donc, E1 ne figure pas dans les variables de base. Quand j'analyse la première ligne donc, du tableau optimal, donc la ligne des coefficients de Z, je vois que le coefficient de E1 dans cette ligne est égal à moins de 100 sur 3, qui n'est pas nul. Donc, bien sûr, si je vais diminuer un hectare, mais là, je veux donner la définition avec l'ajout d'un hectare. Donc, un hectare supplémentaire, une unité de cette ressource supplémentaire, engendre un bénéfice supplémentaire de 200 sur 3. D'accord? Donc, elle est concernant la surface. La première ressource est la surface. Mais, alors, quelqu'un peut me dire quelle serait la valeur marginale du deuxième ressource? Donc, la deuxième ressource, je vous rappelle, c'est les heures de main-d'œuvre, 480, qui ont été totalement épuisées ou bien consommées, puisque E2 ne figure pas dans les variables de base, donc E2 égale 0 à l'optimalité. Quand je regarde le coefficient de E2 dans la fonction objective, je trouve qu'il est égal à moins 100 sur 3. Donc, par analogie à tout ce qu'on a fait, donc on va faire l'étude ou l'apport d'une unité supplémentaire de ce bien-là. Donc, ce bien, on disposait au premier lieu de 480 heures de main-d'œuvre. 480 heures de main-d'œuvre. On pouvait gagner de 26 000. Si on dispose d'une unité supplémentaire, donc d'une heure supplémentaire de main-d'œuvre, on aurait pu gagner, en plus des 26 000, 100 sur 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le coût marginal? Donc, c'est un premier scénario dans l'analyse post-optimale. On va donner à notre, dans le cours qu'on va faire aujourd'hui, on va voir 3 scénarios. Le premier scénario,
l'agriculteur lui-même, il peut voir l'apport d'une unité supplémentaire de chacun des ressources dont il dispose. Donc, il sait que pour, مثلا, si je vais continuer ce même raisonnement, et je vais venir à la réserve d'eau. Il disposait de 440 mètres cubes d'eau. Au début, il disposait que 440 mètres cubes d'eau. Bon, mètres cubes, comment je vais l'écrire? Net en bas, je vais ajouter. Alors, s'il disposait d'un mètre cube d'eau, combien il aurait gagné d'avantage? Quel est l'apport d'un mètre cube d'eau supplémentaire? Quelle est sa valeur marginale? Qui va me dire? Eh bien, zéro. Pourquoi? Parce que Roabidou, c'est la main-d'œuvre, parce qu'il disposait de plus dont il avait besoin. On a dit que, que l'eau était excédente. Parce que l'optimalité, E3, est une variable de base, sa valeur est égale à 60, donc il y a 60 mètres cubes d'eau de plus. Je vais ajouter 3, hein. Donc, mètres cubes et mètres cubes. Voilà. D'accord? Et bien sûr, je peux faire la même chose pour la quatrième ressource, c'est-à-dire l'autorisation pour les tomates. D'accord? Donc, il y a les réserves d'eau, il y a ici la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Est-ce que c'est clair ou là vous avez des questions? مسيو معناتها الان ينجم يزيد جوست كان في اللي فالور يطلعوا لي نيجاتيف هكا. الاخرين زيرو ما نجمش يزيد فيهم. L'origine, ça nous donne information que elles sont excédentes. Elles sont excédentes, c'est-à-dire qu'on a plus qu'on a besoin. On avait plus qu'on a ايه besoin. معناتها لي ريسورس الكل كونسومي نتاعهم. Voilà. D'accord? Elle est à valeur marginale. Le deuxième scénario qu'on va traiter maintenant. Le deuxième scénario qu'on va traiter est le suivant. Je vais revenir ici, CTRL-C. Ajouter une feuille. Maintenant, on va passer au deuxième scénario. Pour le deuxième scénario, j'ai besoin de la fonction objectif aussi. Et le deuxième scénario, c'est un scénario très connu. Je vais vous rappeler, bien très connu, puisqu'on parle de l'agriculture aujourd'hui, donc par les agriculteurs, par tous les gens qui ont des parents qui travaillent dans l'agriculture. C'est-à-dire, ça, c'est le modèle de l'agriculteur. Ce qu'on voit devant nous, c'est le problème de l'agriculteur. Sauf que on sait que plusieurs fois, avant que l'agriculteur fait la récolte on va dire dans notre cas des piments et des tomates, il y a des gens qui viennent proposer une somme d'argent. En contrepartie, l'agriculteur doit céder ses ressources, céder sous forme de location, c'est-à-dire les 150 hectares à la fin de la récolte, à la fin de la saison des récoltes des tomates et des piments, l'agriculteur va les récupérer, mais tout ce qui est consommable, il est consommable, d'accord? Donc, il y a une personne qui va venir à notre agriculteur, il va lui dire, voilà, je vous propose une somme d'argent qu'on va définir tout à l'heure, et vous allez me céder votre activité. C'est moi qui va cultiver, c'est moi qui va vendre les piments et les tomates, et en contrepartie, voilà une somme d'argent. À la fin, après la récolte, je vais vous rendre toutes les ressources
non consommable, c'est-à-dire les 150 hectares de terrain et ce qui va rester dans ces ressources. Est-ce que vous savez de quoi s'agit-il? Bon, je vais parler en arabe, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez l'expliquer, et puis on va revenir et trouver une explication en français. هذه نسميوها احنا الخضار، يخضر، يقول لك واحد خضر الزيتون ولا خضر الطماطم ولا حاجة. Est-ce que vous connaissez de quoi s'agit-il? سيد يجي الفلاح قبل صابة الزيتون ولا صابة البودقان ولا التفاح ولا توسكو فولي، يجي يقول له نقبل عليك الأرض نتاعك والحكاية هذوما الكل، هاهم مثلا une somme d'argent وانا je vais faire le boulot à votre place et c'est moi qui va donc récolter et qui va vendre ce que je vais récolter. C'est moi qui va gagner l'argent. Et vous, en contrepartie, avant la date des récoltes, voilà une somme d'argent. فهمنيها ولا يا جماعة؟ ماكم؟ نعم؟ أنا فهمت. يا جماعة ماكمش فلاحة apparemment. B. Alors, je vais parler en français maintenant. Alors, notre agriculteur, c'est ça son problème. On va dire c'est le problème de l'agriculteur. Et on va l'appeler cette fois-ci donc problème de l'agriculteur. Problème de l'agriculteur. Et ce problème de l'agriculteur, pour nous, on va l'appeler problème primal, le primal. Donc, le primal. Maintenant, on va parler de deux problèmes de programmation linéaire, comme vous allez voir, le primal. Donc, le primal, c'est notre problème original. Dans notre cas, c'est le problème de l'agriculteur. Et maintenant, on va parler d'un problème appelé problème dual. C'est le problème de la personne qui va donner l'offre. Donc, on va dire problème de l'acheteur. Problème de l'acheteur, c'est lui qui va acheter l'activité de l'acheteur. D'accord? Problème de l'acheteur. Et là, on va parler du problème dual. Donc, primal dual. Problème dual. Alors, c'est quoi le problème de l'acheteur? L'acheteur, il va venir, il va observer l'activité de l'agriculteur. Il doit être un expert dans le domaine, ici dans le domaine de l'agriculture, spécialement des piments et des tomates. Il doit attribuer des prix fictifs. Donc, il va attribuer des prix fictifs à toutes les ressources. Il va évaluer les ressources. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va présenter ou proposer une somme d'argent pour l'agriculteur pour qu'il lui cède son activité, pour qu'il lui loue son activité, pour qu'il lui vende son activité. Donc, pour cela, comment il va faire? Il va venir, il va dire, donc, tiens, il a 4 ressources, je vais donner un prix fictif pour chacune des ressources. Il va commencer, il va dire soit U1, U1 ça va être une variable duale, soit U1 le prix d'un hectare de terrain, donc d'un HA de terrain. Soit U1 le prix d'un hectare de terrain. Il va faire la même chose pour les autres. Donc, il va estimer que soit U1 le prix d'un hectare. Deuxième bien qui a notre agriculteur, c'est les main-d'œuvre, donc soit U2, le prix d'une unité, d'une heure de main-d'œuvre. Soit U3, le prix d'un mètre cube d'eau.
d'un mètre cube d'eau, et soit U4, le prix de la quatrième ressource liée à l'autorisation pour les tomates. Donc, on a tomate. D'accord? B, elle est deuxième composante, troisième composante, et la quatrième composante. D'accord? S'il vous plaît, si vous êtes en train de me comprendre, c'est bien. Sinon, posez vos questions. D'accord? Il faut bien comprendre parce que là, je vais introduire la dualité économiquement. Allez, je vais donner une interprétation économique plutôt que donner une définition mathématique. Après, je vais donner l'explication mathématique de tout ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, quel serait le problème de l'acheteur? Donc, l'acheteur, je vous rappelle qu'il va proposer une somme d'argent pour l'agriculteur. Donc, il va payer de l'argent. Donc, d'après vous, est-ce qu'il veut maximiser la somme d'argent qu'il va proposer à l'agriculteur ou bien minimiser. il veut minimiser? Quelle serait cette somme d'argent? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il veut minimiser? Quelle est la somme d'argent qu'il va payer? Donc, cette somme, donc lui, son problème, c'est un problème de minimisation. La fonction objectif, voilà, U1, normalement, plus U2, plus U3, plus U4. c'est plus ou moins ça, mais il ne va pas acheter une unité de chaque ressource. Il va Mais acheter toutes les ressources. Donc, ça va être égal combien? Donc, ça va être 150. 150 fois U1, Très bien. Voilà. Plus, plus 480 U2, plus 440 U3, plus 90 U4. très bien. Exactement. Monsieur هو عنده اكسل Oui. الاجريكولتور علاش يشري Oui. في Bon. المال كله لو هو في يستعمل كان قداش Bon. Pour ça, il dit, هو qui يجي يا يقبل الكل يا ما يقبلش. هو donc, pour lui, il va acheter toutes les ressources dont dispose l'agriculteur. De un. Et de deux, nous, on suppose à ce stade, lui, il n'a pas fait le calcul de l'agriculteur. C'est maintenant qu'il va faire le calcul. Et il ne sait pas qu'est-ce qui est excédent, qu'est-ce qui n'est pas excédent. Il sait que il connaît les ressources de l'agriculteur. L'agriculteur a fait ses calculs pour prouver qu'il avait des excédents, qu'est-ce qu'il pouvait gagner, ainsi de suite. Maintenant, l'acheteur, il doit formuler son problème et le résoudre. Et peut-être il va arriver à trouver qu'il y a des ressources excédentes, etc. D'accord? Donc, allez, c'est ce qu'il veut. Oui. الإيكات يا أخي Ah, مش نفس معناه il va acheter la même chose deux fois والإيكات هي نفس الإي 1 pratiquement juste partie منه les. Le U4, c'est l'autorisation. Anna qui كتبت هكا, peut-être qu'on n'avait pas assisté au début. Donc, si vous revenez à l'énoncé, لا لا euh, عديت l'autorisation على بالي معناها سي ماهيش حاجة تشري معناها l'autorisation عنده جست عنده الحق في bien sûr. Ça, quelqu'un qui a une patente, chauffeur de taxi, مثلا. Ou si vous voulez utiliser son taxi, vous allez payer pour la patente. Vous allez allouer la patente dont il dispose. Khatenti, si vous allez faire la récolte des tomates, peut-être il y a des gens qui viennent, la municipalité ou le ministère de l'Agriculture, il va vous dire, ah, vous êtes en train de récolter des tomates, voilà, de faire la semaille des tomates, de quel droit? Est-ce que vous êtes autorisé? D'accord? Donc, vous devez disposer d'une autorisation. Donc, si vous n'avez pas vous-même l'autorisation, il y a quelqu'un d'autre qui a cette autorisation, vous devez acquérir son autorisation contre une somme d'argent. C'est comme ça que ça se passe.
D'accord? D'accord. Voilà. Mais alors, quel est le minimum, hein? Si je vous dis minimum, et bien sûr, I1, U2, U3 et U4, les variables duales, sont des prix. Sont des prix. Donc, elles sont supérieures ou égales à zéro. Quel est le minimum de cette fonction-là? Quel est le minimum de 150 U1 plus 480 U2 plus 440 U3 plus 90 U4? Allez, quelqu'un nous dit. Hmm? Quel est le minimum? Cool. Je sais que vous avez la réponse, mais qu'elle paraît qu'elle n'est pas logique. Mais je sais que vous avez cette réponse. Zéro, Hein? voilà. Zéro, très bien. Donc, le minimum de cette fonction, c'est zéro. Est-ce que c'est logique que l'agriculteur, il va céder ses ressources contre 0 millime? Bien sûr que non. Un collègue ne va pas céder ses ressources. Donc, pour que la somme d'argent qui va proposer l'acheteur soit, on va dire, attractif pour l'agriculteur, il doit au moins lui donner les 26 000 qu'il pouvait gagner tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va raisonner pour trouver les contraintes de ce problème, les contraintes du problème de l'acheteur? On va raisonner de cette façon-là. Regardez, on va dire que essentiellement, l'agriculteur, il peut gagner 100 dinars. Quand est-ce qu'il peut gagner 100 dinars? S'il va réserver 1 hectare de terrain, plus 1 heure de main-d'œuvre, plus 4 heures, plutôt plus 4 mètres cubes d'eau, plus une autorisation pour 1 hectare. Donc, il demande les 4 ressources utiles pour qu'il gagne 100 dinars. Donc, pour cela, quand je vais acheter ces 4 ressources, donc le prix d'1 hectare, c'est U1, plus U2, plus 4 U3, plus U4, et l'école doit être supérieur, égal à 100 dinars. Parce que ces ressources rapportent pour notre agriculteur 100 dinars. Donc, il ne serait prêt à céder ces ressources-là que s'il va trouver les 100 dinars. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous avez compris cela? C'est essentiel de comprendre cette partie-là, s'il vous plaît. Si ce n'est pas clair, vous posez vos questions. Si vous doutez, essayez de trouver la deuxième contrainte. La deuxième contrainte, je vais la souligner en rouge cette fois-ci. Alors, aussi, l'agriculteur pouvait ou la peut gagner 200 dinars. Quand est-ce qu'il gagne 200 dinars? Qu'est-ce qu'il doit consommer de ses ressources pour gagner 100 dinars? Donc, 1 hectare de terrain. Quel est le prix de cet hectare de terrain? U1. Donc, il doit consommer 1 hectare du terrain plus 4 heures de main-d'œuvre, dont le prix fictif de chacune de ces heures est U2, plus 2 heures, voilà, 2 mètres cubes d'eau. Donc, ces 3 ressources lui rapportent 200 dinars. Donc, il serait prêt à céder ces ressources-là seulement s'il va trouver ces 200 dinars. Donc, ces 200 dinars, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit U1 plus 4 U2 cette fois-ci, plus 2 U3, U4 pour les piments, donc il n'a pas à consommer. Ça doit être supérieur à 200 dinars. Et ça, c'est la deuxième contrainte. La troisième contrainte, c'est que tous les UI sont non négatifs. Donc, U1, U2, U3 et U4 sont tous supérieurs ou égales à 0. Et comme ça, on trouve le problème dual, c'est-à-dire le problème de l'acheteur. Je mets les contraintes.
un problème de minimisation avec les contraintes que vous avez devant vous. Alors, est-ce que on peut avancer, passer à autre chose, ou y a-t-il des questions sur cette partie-là? Ça va. Ça va. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc maintenant, une fois qu'on a construit le problème du dual, on va le résoudre. Mais avant de le résoudre, je vais revenir un peu à comment on aurait pu le trouver autrement. Parce que là, on s'est basé sur tout ce qui est interprétation économique, prix fictif d'une unité, etc. Mais réellement, si on va observer, là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour le premier problème, combien on a de variables de décision? Combien de variables? Alors, on a deux variables, x1, x2. On a deux variables. Et combien de contraintes? 1, 2, 3, 4 contraintes. En contrainte de non-négativité, on va pas la calculer puisqu'elle est quasi présente dans tous les problèmes. Et pour le problème primal, pour le problème dual, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement, on a tout simplement inversé. On a quatre variables duales, on a deux contraintes. Alors, mathématiquement, qu'est-ce qu'on a fait alors? Pour passer de deux variables, quatre contraintes, à quatre variables, deux contraintes. Eh bien, on a fait la dualité. La dualité de quoi? Si je prends la matrice des coefficients par rapport à x1, x2, ça va être, donc dans la première ligne 1, 1, 4, 1, je retrouve cette colonne comme étant une ligne de la première contrainte, 1, 1, 4, 1. La deuxième colonne des coefficients de x2, 1, 4, 2, 0, je les retrouve comme ligne de la deuxième contrainte, 1, 4, 2, 0. Donc, vous voyez, donc réellement, j'ai passé du primal au dual par transposition des matrices des coefficients. Et bien sûr, je peux le faire dans les deux sens. D'accord? Donc, si au début, mon problème primal, c'était le problème à droite, donc sans dual serait le problème à gauche. D'accord? Donc, le dual d'un problème de maximisation sous sa forme canonique, c'est-à-dire maximiser avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal, est un problème de minimisation avec toutes les contraintes sont de type supérieur. De minimisation avec les contraintes sont de type inférieur ou égal. Pour construire son modèle dual, je vais de la minimisation comme étant un problème de maximisation et avec des contraintes inférieures ou égales. Les seconds membres ici sont devenus les coefficients Monsieur Sout قصر. de la fonction objectif ici et les seconds membres ici sont devenus les... D'accord? Mais avant de résoudre ce problème, si j'avais, moi, je vais vous parler des intérêts de la dualité. Je vais vous parler un peu de l'intérêt de la dualité. Donc, premier intérêt, comme on a fait, c'est l'interprétation économique. Donc, si quelqu'un veut acheter une activité, donc comment il doit planifier ou la programmer, comment il doit créer son modèle pour trouver le prix minimal qu'il doit proposer. Ça, c'est économiquement. Mathématiquement, si on avait à résoudre, vous entrez dans l'examen et vous avez cet exercice à résoudre. Résoudre, minimiser, W égale 150 U1 plus 480 U2 plus 440 U3 plus 90 U4 avec les trois contraintes que vous avez devant vous. Est-ce que vous pouvez le faire graphiquement? Est-ce que vous pouvez résoudre ce problème graphiquement? Non. Non. Pourquoi? Plus que trois variables. Voilà.
Donc, l'idée, c'est quoi? De, premièrement, B, plus que trois variables. Est-ce que vous pouvez le résoudre avec l'algorithme du simplex? Oui. Non, parce qu'on n'a pas vu نحاولوا comment monsieur. résoudre un problème de minimisation et comment résoudre si on a des contraintes supérieures ou égales. Dans le cours qu'on a fait, on n'a pas vu comment, et c'est possible, mais dans le cadre de notre cours, on n'a pas fait les problèmes de quand vous avez des اي contraintes. مسيو ما كيفاش نحاولوا تو من الديال نرجعوا للبريمال نجموا نعملوا. Ah, très bien, très bien. C'est ce que je m'attendais. Donc, ce problème sous cette forme, il est difficile à résoudre, mais en le transformant en son dual, on peut le résoudre et graphiquement, et déjà vous avez la résolution graphique, et on peut le résoudre aussi avec l'algorithme du simplex. Donc, vous voyez, ça peut avoir un intérêt de faciliter la résolution. D'accord? Mais, Tawa, ce qu'on va faire, c'est de résoudre ce problème. Eh bien, pour le résoudre, alors, pour le résoudre, si on a déjà résolu le problème avec l'algorithme du simplex, on peut donner le résultat immédiatement. Et je vais vous donner donc les deux méthodes de résolution. Je vais vous donner comme deux méthodes pour résoudre le problème. ما فهمتش الفازة الأخرانية. Si je veux résoudre ce problème-là, علاش ما نجموش بالسمبلكس وشو ah, نعملوا؟ ah, voilà. Allez, ménagement graphiquement. C'est-à-dire, graphiquement, quand on a plus que trois variables de décision. Pourquoi on ne peut pas appliquer l'algorithme du simplex à ce problème? Parce que l'algorithme du simplex, dans le cadre de ce cours, comme je l'ai présenté, on n'a pas vu si on a des variables supérieures ou égales, comment faire. On a vu si on avait des variables inférieures ou égales, on a ajouté des variables d'écart. Mais si vous avez des contraintes de type supérieur ou égal, ça va demander, pour trouver l'égalité, de retrancher les variables d'écart et d'ajouter d'autres variables qui sont appelées variables artificielles. Et là, l'algorithme du simplex va avoir une autre forme. Il y a un travail préliminaire qu'il faut faire pour revenir à l'algorithme du simplex qu'on a fait. Donc, avec vos connaissances, vos connaissances sur le simplex sont limitées à ce cours-là, parce qu'il y a une méthode comment résoudre la minimisation. On n'a pas fait, on n'a pas un intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que voilà, si je transpose ce problème-là, je retrouve ce problème que je peux résoudre aisément. D'accord? Et avec la méthode graphique et avec l'algorithme du simplex. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? On va revenir à la solution optimale de ce problème et on va donc donner la solution directement de ce problème. On va la déduire. Voilà, on va la déduire. Donc, je vais revenir aux deux variantes. Si je l'ai résolu avec l'algorithme du simplex, donc si je l'ai résolu avec l'algorithme du simplex, donc je dois avoir le dernier tableau du simplex. Ah, le dernier tableau, donc je vais copier ce tableau-là et je vais vous montrer comment je peux déduire, sans faire la résolution, déduire la solution du dual en se basant sur le tableau optimal. Alors, allez, bon. C. Alors, résolution maintenant, CTRL-V. Donc, comme sous-titre. Notre problème maintenant, c'est de résoudre. Résolution. Et on va appliquer deux méthodes. Résolution, on va appliquer deux méthodes. Première méthode. Première méthode, elle est basée sur le dernier algorithme du simplex. L'algorithme du simplex optimal. Donc, première méthode, méthode 1. Méthode 1. Je vais venir au tableau de simplex optimal. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement,
je vais prendre les valeurs marginales. Plutôt, voilà, je vais dire plus que ça. Donc, méthode 1, je vais me faire un peu de place. Il y a une, comment dirais-je, alors je vais l'écrire ça, une correspondance. Voilà, je vais faire une correspondance entre, entre les variables d'écart et les variables duales à l'optimalité. Il y a une correspondance. C'est-à-dire, quand je vais donner la valeur de U optimale, donc U majuscule, vecteur de décision optimale, il est égal à, donc je dois donner les quatre valeurs des quatre composantes, U1, U2, U3, U4. Donc U1, c'est égal à 200 sur 3. Vous voyez, d'où je l'ai apporté. 200 sur 3, c'est la valeur marginale de E1. Je regarde dans mon tableau et je vais dire. Et puis, 200 sur 3. Deuxième composante, c'est la valeur E2, c'est 100 sur 3. Donc, c'est la valeur marginale de la deuxième composante. La troisième, c'est 0. E3, dans le tableau optimal, c'est 0, c'est 0 et c'est 0. Et voilà, j'ai la solution optimale de U. Et W optimale, maintenant, la valeur, elle est rien autre que Z optimale, qui est égale à 26 000. Ça, c'est la première méthode. Donc, je crée une correspondance entre les valeurs de ما قلنا donc هنا قلنا في التابلو je vais l'écrire en rouge. Et la première colonne, c'est le coefficient de x1. Et c'est la coefficient de x2. Et puis, c'est les variables d'écart. Donc, E1, E2, E3 et E4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une correspondance. Les variables d'écart dans l'ode, on va les correspondre aux variables duales. Remarquez bien que toujours c'est possible. Pourquoi? Parce que le nombre de variables duales est égal au nombre de contraintes. Comme une coïncidence. Pour chaque contrainte, on a, euh, on a accordé une variable duale. Donc, j'ai quatre contraintes, quatre variables d'écart. Pour passer de la forme canonique à la forme standard, dans chaque contrainte, je vais ajouter une variable d'écart, E1, E2, E3, E4. Donc, à l'optimalité, je fais la correspondance. La valeur marginale de E1, 200 sur 3, ce n'est rien autre que la valeur optimale de U1. E2, 100 sur 3, c'est la valeur optimale de E3. Et puis 0, 0, 0, 0. Et Z optimal égale W optimal. Je peux le vérifier ici, ça va vérifier. Mais pour l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si l'acheteur est un expert, il va bien observer et bien poser son problème. Il doit retrouver le même calcul puisqu'il s'agit du même problème de l'agriculteur. Il doit trouver que l'agriculteur peut gagner maximum 26 000. Et comment il peut gagner 26 000? Voilà, avec cette solution-là. D'accord? Avec. Il s'intéresse combien payer parce que ces prix-là, ce sont des prix fictifs. Qu'est-ce que ça veut dire, des prix fictifs? Ça veut dire qu'il ne va pas payer sur chaque unité de ses ressources. Comme ça, il va pas acheter les excédents, hein, il ne va pas les acheter. Mais lui, il sait que l'agriculteur, il va céder toutes ses ressources contre quelle somme. Donc, ce qui est important, c'est le 26 000. Et le 26 000, il peut la retrouver s'il fait le bon calcul. C'est une première méthode pour résoudre le problème dual. Donc maintenant, si on ne savait pas de quoi s'agit-il, on ne sait pas que c'est un problème d'agriculteur, et j'ai un problème comme ça,
Il va me dire dans un exercice, voilà, on suppose que le programme linéaire, il est écrit sous cette forme-là, résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je passe au problème dual, donc qui va être ce problème-là, je vais le résoudre, par exemple, avec l'algorithme du simplex, et puis du tableau optimal, je vais donner la solution de mon problème réel, de mon problème de minimisation. Ça, c'est une première méthode. Il y a aussi une deuxième méthode qui est très intéressante. Mais on va aller à la deuxième méthode aussi. S'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Mais deuxième méthode, il y a, voilà. Donc, je vais aller dans, dans la deuxième page pour faire la deuxième méthode. Dans la deuxième méthode, j'aurai besoin de tout ce qu'il y a. Mais je vais prendre un de mes fichiers. Alors, deuxième méthode est la suivante. Deuxième méthode est la suivante. J'aurai besoin du problème primaire. Donc, je vais ramener avec moi dans cette nouvelle page. Bon, j'ai presque fini, hein. 10 minutes max. On aurait fini cette séance, donc un peu de patience pour que je vous présente la deuxième méthode. Et on a presque fini. مسيو السوليسيون متاع الديال هنا Oui, هي نفسها متاع البريمال معناتها نعمل ميثود سامبلكس معناتها السوليسيون باش تطلع لنا متاع البريمال هي نفسها متاع الديال ولا؟ هي آه. هي بيدا ثلاثة نبغى. ما فهمت شنو هو الانتري نتاعهم بصراحة. حاب شو نقول لك؟ لا هو فما دوز انتيري. فما ان انتيري ايكونوميك وفما ان انتيري دو ريزوليسيون. الانتيري دو ريزوليسيون انه احنا اذا كان جا عندنا résoudre le problème de minimisation au début, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. On ne sait pas appliquer l'algorithme de simplex pour résoudre un problème de minimisation avec des contraintes supérieures ou égales. De un et de deux, on ne peut pas résoudre ce problème graphiquement. Quand on est passé au dual, dans ce sens-là, c'est le problème original. Vous voulez résoudre ce problème. On est incapable de le résoudre avec les connaissances qu'on a. C'est un problème qui admet plus que trois variables de décision, donc je ne peux pas lui appliquer la méthode graphique. Et c'est un problème de minimisation avec des contraintes de type supérieur ou égal. Je ne peux pas le résoudre avec l'algorithme du simplex. Or, pour le résoudre, si j'applique le dual, donc c'est-à-dire je construis le problème je transforme ce problème en un problème de maximisation équivalent, je peux le résoudre et puis je peux déduire la solution de mon problème. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, pour l'acheteur, الخضار هذاك اللي باش يخضر معناها يجي الفلاح باش يخضر معاه لازم يعمل دي زيتود كان لازم يريزو ان بروبليم دو سو تيب باش يعرف اللي راهو 26000 هو معناها لو بري كي بوفي غاني لاغريكولتور. طب السؤال هنا بوتيتر ما نعرفش تقصد في السؤال هذا اذا كان هو il va payer 26000 السيد هذا qu'est-ce qu'il va gagner. هو يعرف اللي هذا rapporte 26000 دونك كان فلاح باش يخدم وحده va gagner 26000 كي هو يعطيه 26000 qu'est-ce qu'il va gagner de plus. Donc هنا فما la négociation. La négociation, c'est-à-dire il sait que si l'agriculteur va travailler tout seul, il peut gagner 26 000. Mais quand il travaille tout seul, il y a de la responsabilité, il y a du temps qui va passer l'agriculteur, il y a tous les problèmes qu'il peut lui rencontrer. Il y a le risque que, par exemple, il y aura, je ne sais pas, un virus pour les tomates ou là pour les piments et que la récolte n'arrive pas jusqu'à la fin. Il y a un risque, il y a des grèves, il y a des risques que les frontières seront fermées, on ne peut pas exporter des piments
Et les tomates, donc, leur prix va descendre. Donc, il y a beaucoup de risques. Donc, ce personne-là, il va négocier pour ne pas payer les 26 000, parce que là, il n'aura rien gagné, mais de diminuer, de payer, par exemple, 20 000, en convainquant l'agriculteur que, regardez, c'est moi qui va prendre les risques, maintenant, vous savez, la situation économique, je ne sais pas quoi, comment elle est, etc. Donc, il y a deux intérêts. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous êtes convaincu? Voilà. Vous voulez qu'on discute encore? Ça va. Oui. Très bien. Tawa, supposons que j'ai résolu graphiquement ce problème et j'ai trouvé que x donc est égal à x x optimal, quelque part, voilà, elle est. D'accord? J'ai fait la résolution graphique et je suis arrivé là. J'ai trouvé, elle est. Résolution deuxième méthode. Voilà. Et j'ai cette information-là. D'accord? C'est la résolution de ce problème. Et maintenant, on va appliquer la deuxième méthode, méthode 2. Méthode 2, qui est basée sur le théorème des écarts complémentaires. Théorème des écarts complémentaires. Théorème des écarts complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème-là? Je vais l'appliquer et vous allez voir que réellement, intuitivement, on peut le faire. Alors, regardez. Ce théorème, il va me dire comme ça, que si je vais retrancher x1 plus x2 moins 150, et je vais multiplier cette valeur par U1, ça va me donner un 0. On va discuter cela. C'est la clé. Si on arrive à comprendre que c'est vrai, on va le généraliser pour toutes les autres contraintes. Pour ne pas perdre le fil, on veut trouver les valeurs de U1, U2, U3, U4 connaissant la solution optimale. Donc, le test, le théorème des écarts complémentaires, on le fait après avoir résolu ce problème. Je connais les valeurs donc, de x1, x2. Je ne connais pas solution optimale du problème dual. Donc, je vous dis, est-ce que vous êtes convaincu, Mahedi ou la première idée? Pour vous convaincre plus, je vais prendre ce tableau, et je vais venir ici et le mettre. Alors, U1, qu'est-ce qu'elle représente dans le tableau? C'est la valeur marginale de quoi? De la première ressource. Il y a une correspondance entre U1 et U2. Donc, elle est égale à 200 sur 3. Donc, si je remplace U1 par 200 sur 3, je remplace X1 plus X2 par 40 et 110, qu'est-ce que je trouve? 40 plus 110, ça fait 150, moins 150, ça fait 0. 0 fois 200 sur 3, ça fait 0. Et ceci doit être vrai pour toutes les autres contraintes. Pourquoi? Parce que quand on a introduit les valeurs marginales, on a constaté une chose qu'on va se baser sur elle pour appliquer ce théorème des écarts complémentaires. On a dit que les variables d'écart, elles nous disent deux choses. Si une variable d'écart est égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la contrainte qui lui correspond, n'est pas saturée. La contrainte n'est pas saturée. La ressource, elle est excédente. نعاود لكم les variables d'écart, les valeurs marginales. Les valeurs marginales, كيفاش نطلعوها? Pour chaque ressource, on regarde les valeurs des variables d'écart dans le tableau optimal. Si la valeur de la variable d'écart, elle est différente de 0, ça veut dire que j'ai consommé totalement cette ressource. تفقين ولا؟ كانت تذكر هنا surface.
On a consommé les 150 hectares. Pour cela, la valeur marginale est différente de 0. Allez, c'est égal 0. Pour la troisième ressource, à quelle valeur égale 0? Parce que cette troisième ressource était excédente. Donc, sa valeur égale 0. Même chose pour la variable numéro 4. Donc là, maintenant, si je vais venir à la deuxième méthode de conclusion, je vais calculer les différences. Donc, les différences. Donc, ça, elle est moins 480. Donc, dis-moi, des deux situations. Il y a M, j'ai épuisé toutes les ressources, j'ai consommé toutes les ressources, donc cette différence égale à 0. Ou bien, je n'ai pas consommé toutes les ressources, donc elle est excédente, donc la variable d'écart qui lui correspond est égale à 0. Dans tous les cas, le produit, il va être égal à 0. Merci, chérie, pour la troisième. Allez, c'est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui. Donc, elle est importante. D'accord? Et ça va nous donner une façon pour résoudre ce problème-là. Donc, N fois U4 fois U4 égale 0. Allez, j'ai pas la peine. Ça ne me sert pas à grand-chose. Et je vais faire la même chose ici pour le problème du A. Donc, mes ressources, moins 100 fois X1, elle est toujours égale à 0. Elle est toujours égale à 0. Donc, N fois X1 égale 0. نفس الشيء. Moins 200. Bon. Ce que j'ai consommé, moins l'état initial, fois la variable d'écart, elle va être égale à x2, parce que c'est le problème du A, égale 0. Voilà. Donc, j'ai deux systèmes d'équations à 4 inconnus que je vais résoudre pour déduire la valeur de U1, la valeur de U2, la valeur de U3, la valeur de U4, sachant que j'ai des valeurs de X1, X2. Allez, je mets des questions ou l'intendez de résolution? Pour ne pas pour vous dire que on ne se base pas cette fois-ci sur l'algorithme du simplex, mais peut-être on a la solution graphiquement. Alors, je viens à la première. La première, j'ai en bleu. J'ai 150, 40 plus 110, je les remplace. 150 moins 150, c'est 0 fois 1 égale 0. Je n'ai aucune information. Kiff, kiff. Aucune information. Mais dans la troisième, qu'est-ce que j'ai? 40 fois 4, ça fait 160. 160 plus 2 fois 110, 220, 380 moins 440 égale 60. 60 fois U3 égale 0, ça implique que U3 égale 0. Et pour la quatrième, donc si je remplace X1 par sa valeur c'est 40. 40 moins 90, ça fait moins 60. Et là, il y avait un signe que j'ai oublié, mais c'est pas grave parce que un produit égale 0, ça veut dire l'un des produits égale 0. Donc, moins 60, moins 50 fois U1 fois U4 égale 0. Donc, ça implique forcément que U4 égale 0. Donc, j'ai déjà les valeurs de U1, U4 et U3. Mais il me manque les valeurs de U1 et U2. Pour cela, je vais venir
à ce deuxième système et je vais utiliser les deux informations que j'ai. Donc, deuxième système LR. Comment je peux le transformer chez X2 et X1. Alors, j'ai le système TI et je vais utiliser les données. ال E1 وال E2 من السيستم الأول مش يطلعوا زيرو زي Maintenant, je في السيستم الأولاني. في السيستم ده. الأولاني عندك le premier facteur égale 0. كان نعوض ال 40 هنا x1 par 40 ou x2 par 110, c'est-à-dire 150 moins 150. 0 fois U1 égale 0, je n'ai aucune information sur U1. D'accord. عندي information على U3 U4. Donc U3 U4 sont des zéros. Je suis allé عندي un système à deux équations, deux inconnus. Voilà, عندي système هذا. ايش نجم نقول عليه السيستم هذا؟ نجم نقول عليه اللي est-ce que x1 est égal à 0? x1 égale 40. Non. هكا E1 plus E2 Donc égale à 0. voilà. Ou est-ce que x2 égale 0? Non. Donc, il est le système suivant maintenant. Il va me donner le système. Il va me donner le système. Alors, U1 plus U2 égale 100. C'est un système. Voilà, U1 et la deuxième équation qui suit. Elle va me donner que, puisque x2 n'est pas égal à 0, donc c'est le premier facteur qui est égal à 0. Donc, je vais effacer puisque ça implique que U1 plus 4 U2 égale 100, égale 200. Et là, j'ai un système à deux équations, deux inconnues, que je vais résoudre. En le résolvant, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, si je vais faire une deuxième équation moins la première. Deuxième équation moins la première, ça va me donner que 3 U2 égale à 100. voilà, donc 3 U2 égale à 100. Ça veut dire U2 égale combien? U2 égale 100 sur 3. Accablé. U2 égale 100 sur 3. Et si U2 égale 100 sur 3, je reviens donc dans la première équation et je remplace U2 par 100 sur 3. Ça va, U1 égale 100 moins 100 sur 3. Je réduis au même dénominateur, ça va me donner qu'U1 égale 200 sur 3. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé donc avec la première méthode. Et voilà, j'ai deux méthodes qui me permettent de trouver la solution du dual à partir de la solution du primal. Mais fermé, je vais ouvrir encore une fois. Alors, ça, c'était Win. C'était, allez. OK. Donc, je vais récupérer le document. Le document, il est dans cette année, les deuxième période, et je pense qu'il est 4 infini 2. 4 infini 2, et c'est le document du 7 décembre. Voilà. Mais, alors, ça implique que U2 égale 100 sur 3, et ensuite, en remplaçant dans la première équation, U2 pas 100 sur 3, ça va me donner qu'U1 égale 100 sur 3. Ça implique que les U1 égale, ça implique les U1 égale 200 sur 3. Et c'est le résultat qu'on cherchait et qu'on a trouvé avec la première méthode. Donc voilà, on trouve la même solution avec les deux méthodes. Un petit récap, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, premièrement, on est dans le cadre de l'analyse post-optimale, donc la troisième phase d'un processus d'optimisation. On a commencé en premier lieu par interpréter le tableau optimal. Et on a introduit ce qu'on appelle valeur marginale pour chaque ressource. Et on a dit que la valeur marginale, c'est
l'amélioration de la fonction objective, de la valeur de la fonction objective pour l'ajout d'une unité de cette ressource. Et là, on a défini 4 variables marginales. Donc, 200 sur 3, c'est la valeur marginale d'un hectare de terrain. 100 sur 3, c'est la valeur marginale d'une heure de main-d'œuvre. Bon, les zéros là, donc les valeurs marginaux, la marginale, on les a lus dans le tableau optimal. Donc, c'était les coefficients des variables d'écart. Coefficient de E1, c'est la valeur marginale de la première composante ou bien la première source. 100 sur 3, c'est la valeur marginale de la deuxième ressource, qui est les heures de main-d'œuvre. Et là, on a trouvé deux zéros. 0, c'est la valeur marginale de la réserve d'eau. Et on a dit, si on a un zéro, ça veut dire que cette ressource, elle est excédente, puisque à l'optimalité, on n'a pas trouvé, ou plutôt E3 et figure dans les variables de base, sa valeur égale 60. Donc, on n'a pas transformé toute la réserve d'eau. Même chose pour l'autorisation des tomates. Donc, les zéros représentent ou nous indiquent quelles sont les ressources excédentes. C'est la première chose. Deuxième chose, on a construit le problème dual, donc, qui consistait à attribuer des prix fictifs pour chaque unité de ressources et de passer donc finalement d'un problème de maximisation avec deux variables de décision et quatre contraintes à un problème de minimisation avec quatre variables de décision et deux contraintes. Et en troisième lieu, on a déduit la solution optimale du problème dual à partir de la solution optimale du primal. Et là, on a fait deux méthodes. Si on connaît le tableau optimal, si on a résolu le premier problème avec l'algorithme du simplex, donc on va revenir et faire la relation entre les variables d'écart et les variables duales dans le même mode, donc faire la correspondance et lire donc par suite la solution optimale du U, constatant que W optimal, d'accord, est égal à Z optimal. Et la deuxième méthode, elle est basée sur le théorème des écarts complémentaires qui nous dit que ou bien la contrainte, elle est saturée, donc elle est égale à zéro, ou si elle n'est pas saturée, donc la valeur marginale, elle est U1, elle correspond à E1, comme on a dit, la valeur marginale, elle doit forcément être égale à zéro. Et de là, on a eu un système à quatre équations, et de même pour le dual. On a résolu le premier système qui nous a donné deux informations, que 3 et 4 égale 0. On a ramené ces résultats-là pour simplifier un peu, parce que là, on avait un système à quatre inconnus, deux équations. Donc, après avoir remplacé U3 et U4 par 0, on a obtenu un système à deux équations, deux inconnus. D'accord? Donc, X1, X2, c'est la solution optimale du primal. Donc, ils étaient les deux différents de 0. Donc, forcément, les premiers composantes, les premiers facteurs du produit sont nuls, ce qui nous donne un système à deux équations, deux inconnues. En le résolvant, on obtient la même solution trouvée par la première méthode. Y a-t-il des questions? Ben, on va se voir après les vacances, Inch'Allah. On va se voir en présentiel. Entre-temps, je vais vous envoyer un QCM, un examen qu'on a fait l'année dernière. Je vais le déposer sur Classroom. Essayez de le faire. Il est noté automatiquement. Donc, une fois que vous allez répondre, vous allez avoir votre note. Comme ça, vous allez comprendre, y a-t-il des choses qui ne sont pas clés, qui ne sont pas encore comprises. Et puis, dans la dernière séance, il y a un petit travail à faire d'une demi-heure, je pense, complément de l'analyse post-optimale, bon, on va dire une heure max. Et puis, je vais répondre à vos questions si vous avez des questions pour se préparer à l'examen. D'accord? D'accord. سير بلي الاكزامان قلت لنا اللي عديتهم معناتها قلت عديت ترواز اكزامات انا عبدتهم لكم في الكلاس روم. Ah, d'accord. Mais oh, a priori, l'information que j'ai maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'elle est, ça est officialisé, que vous allez passer un examen QCM. وي ديجا C'est فما شغل officialisé. سهل مسيو الإدارة قال
معناتها كان تعديو ان سول معناتها اكزامان بار موديول كان الموديول فيه اكزامان واحد باش تعديو نورمال، وكان اكثر من معناتها اكثر من ماتير في الموديول تعدى كيو سي كيو سي كسي ولا كسي؟ بون كيو سي هو كيو سي ما هي كيو سي يو، احنا كيو سي يو كيو هي سي كلمة معناها خلينا نقولوا باش ان ما شوا يعطيكش لو شوا مسؤول هنا، ما يعطيكش شانس يا صحيح يا غلط، فماش هيك لا بتجيب لا صحيح تاخذ اي شطر. لا كيو سي يو معناها فما اون سول ريبونس كي فري، خاطر في اي الاخر معناتها عندك اي شانس سهل لك. كيو سي ما عندك شانس اكثر مسؤول. كيفاش كي يبدا هما عندك دو ريبونس صحاح وانت تحط واحدة او انت غلط، حطيت ريبونس بركه صح ايه شين نص النوت باش تاخذ هذا في نص الاحسن النوت يا الحالات. بخير خير ما تاخذش جمله. عليه يا اخي انت تدقز في الكي سي ام ولا يا ولا تخدم. مش ما يدقلش مسؤول، اكيد فما باش ندق. باهي هذه تعديت في التسجيل مالوغوزمون هكا وانت فضحتنا، قلت ايه اكيد ما فات تقول لي لا با دي تو. خلينا نوقف الانجسترمون. نعاودوها نقولوا با دو تو مش مشكل. باهي اغزري. بون انا باش نحط